Incroyable, mystérieux, fou. extraordinaire. Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre. Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles restent souvent passées sous silence, cachées, secrètes, de peur d'être taxées de folie, de ne pas être compris. Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls Que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles. et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, nous recevons dans les entrailles de notre studio une femme qui se définit comme accompagnante et que vous connaissez peut-être sous le nom de âme ancestrale ou encore la tisanière tatouée. Stéphanie Lafranc est venue partager à notre micro ses expériences mystiques et avec elle, nous avons parlé de mémoires qui ressurgissent, d'ancrage, de guides, de training céleste et de labyrinthe surtout. Plus qu'un témoignage, une transmission qui vient de loin. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Écoute, on est ravis de t'accueillir dans ce podcast qui s'appelle Mystique moderne et dans lequel on aimerait beaucoup que tu nous parles de toi et de tes expériences mystiques. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux déjà nous dire qui tu es ? C'est toujours une question difficile pour moi, mais pour plein de gens, je pense. C'est difficile de se définir avec des mots et puis de dire exactement ce qu'on fait. Alors le premier mot qui me vient, je vais y aller très spontanément, c'est je suis une accompagnante. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense que j'ai un rôle d'un point de vue énergétique. Je donne des soins, j'accompagne les personnes qui viennent à moi à travers des soins individuels et aussi des soins collectifs. Et j'ai aussi un rôle d'accompagnante spirituelle. Voilà. Et je viens, depuis quelques années maintenant, c'est vraiment un appel très très fort, je viens utiliser des outils qu'on a sous nos pieds, que l'on peut retrouver là où on vit, là où on vibre, sur la terre où on marche. Et tu utilises le mot accompagnante spirituelle et non pas guide spirituel. Tu fais une distinction entre les deux ? Oui, peut-être inconsciente, parce que c'est pas le mot guide qui me vient. Pour moi, le mot guide, c'est un mot très fort. Et pour moi, le guide, je le réserve à l'invisible. Tu vois, mes guides sont des présences invisibles et moi, je suis une présence très matérielle, très dans la matière. Du coup, pour moi, le mot guide, c'est quelque chose d'assez évanescent finalement. Et moi, j'aime ce côté très incarné de cette spiritualité incarnée. Et donc, en tant qu'accompagnante, je me sens vraiment être à côté de la personne. Oui, il y a quelque chose de plus de l'ordre de l'humilité, en fait, aussi, je pense, entre accompagnante et guide. Sans doute qu'il y a de ça aussi. Moi, je le vois vraiment par le biais de l'incarnation, tu vois, par le biais de la matière, par le fait d'être là dans le corps, présent pour l'autre, tout en étant dans une voie, dans un chemin d'éveil et de découverte spirituelle, mais je ramène toujours ça là où on est, notre corps, notre terre, cette matière. On est dans une expérience de matière.
Et tu te définis pas comme autrice? Parce que moi, c'est comme ça que je t'ai découvert au tout début, avec ton tout premier livre. Alors si, aussi. Enfin, pour moi, mon travail d'accompagnante, il est aussi présent dans les livres, puisque je fais des livres qui, pour le coup, peuvent être pris comme des guides, pour revenir au mot que tu utilisais. Donc, tout ça se rejoint, en fait. C'est vrai que ce que je fais en tant qu'autrice, c'est aussi pour moi de l'ordre de l'accompagnement, et de plus en plus de l'accompagnement spirituel. Donc ton premier livre, c'était Les Gardiennes de la Lune. Ouais. Comment est-ce qu'il t'est venu ce livre? Alors écoute, moi j'ai toujours, depuis que je suis enfant, eu un lien particulier avec la Lune. Quelque chose de très organique en fait. Je la voyais tout simplement par ma fenêtre, petite fille. Je regardais toutes les phases sans forcément comprendre, savoir, connaître. Mais je la ressentais. Et puis, ma grand-mère a été très importante pour moi et elle m'a transmis énormément de choses, mais sans y mettre des mots très compliqués ou sans forcément m'expliquer. On faisait avec ma grand-mère, on fêtait des choses, on célébrait, on honorait, sans forcément qu'elle m'explique ce que c'était. Et puis c'est après, en grandissant, que j'ai compris qu'en fait, on honorait la lune, on honorait les saisons, voilà. Donc ta grand-mère était une sorcière? Ah, elle aurait pas aimé que je dise ça, parce que c'était quelqu'un qui était quand même, tu vois, croyante. Et le mot sorcière lui aurait fait peur, mais tel que on peut l'entendre aujourd'hui, oui. C'était une forme de sorcellerie du quotidien, parce qu'elle utilisait les plantes de façon très naturelle, mais sans se poser trop de questions. Je crois que derrière, elle y mettait pas tellement de mental. C'était des habitudes, c'était des traditions qu'elle avait et qu'elle a souhaité aussi me transmettre. Et, mais en tout cas, cette présence, notamment à la saisonnalité des choses, c'est vraiment elle qui me l'a enseigné. Et donc, à la cyclicité. Et donc, j'ai fait le grand chemin depuis cette enfance jusqu'au moment où j'ai écrit mon livre, Gardienne de la Lune, pour transmettre, moi aussi, cette part cyclique que la Lune nous enseigne, d'ailleurs, puisque en la suivant, on comprend. On comprend que nous-mêmes, on n'est pas des êtres linéaires, on est des êtres qui marchons par cercle et par circonvolution. Et voilà, et quand j'ai écrit ce livre, c'est comme si tout ce que j'avais vécu dans mon corps étant enfant était aussi revenu à moi, c'était présenté en fait au moment de l'écriture. Et ce livre, en fait, j'estime que j'ai beaucoup de chance parce que je le portais en moi, mais je ne le savais pas, et on est venu me chercher. Vraiment, en même temps, à 15 jours d'intervalle, j'ai 2 éditeurs qui m'ont contacté en me demandant est-ce que j'avais un livre que j'aurais envie de faire, potentiellement peut-être autour de la Lune, parce que je faisais déjà des guidances sur ma page Instagram. Et en fait, ça s'est enclenché très rapidement. J'ai choisi l'éditeur, et puis après, on est parti dans ce projet de livre, et voilà, et tout a découlé de façon presque, j'ai envie de dire, magique. Moi, j'ai envie qu'on revienne un peu en arrière. Comment on passe de petite fille qui regarde la Lune à accompagnante spirituelle? Quel a été le chemin ou les grandes étapes qui t'ont amené à ça? Alors, pour moi, c'est vraiment un chemin qui n'a pas été du tout calculé. D'abord parce que quand je suis rentrée dans l'adolescence et que j'ai commencé à devenir une jeune adulte, c'était plus du tout mes préoccupations. J'étais vraiment dans autre chose. J'étais en train de construire mes études et j'étais assez loin finalement de tout ça, bien que je gardais une sensibilité à l'astre lunaire et aux saisons, mais je ritualisais plus comme je pouvais le faire quand j'étais enfant. Donc pendant quelques années, si tu veux, c'est comme si j'avais un peu oublié, comme si j'avais pris une espèce de pilule magique et hop, t'oublies qui tu étais finalement, parce qu'il y avait de ça. Et en fait, c'est à la naissance de ma première... Enfin, pas à la naissance, à la grossesse, à ma première grossesse en fait, de ma première fille,
qu'il s'est passé vraiment quelque chose. Et c'est pour ça que le corps est important pour moi. C'est parce que c'est vraiment venu de cette naissance à l'intérieur de moi, de cet enfant, cette âme qui grandissait en moi, que là, j'ai commencé à comme si je me souvenais, tu sais, comme si tout à coup, après une amnésie, les images, ça venait par flash, j'avais des images qui me revenaient de mon enfance, mais même d'avant mon enfance, d'autres existences. Et là, je me suis dit, mais en fait, t'as oublié tout ça, et là, maintenant, ton corps te rappelle que c'est en toi. Et donc, j'ai ouvert les portes petit à petit. Et c'est passé par plein de phases différentes. D'abord, j'ai été dans l'énergétique, c'est-à-dire que j'ai rencontré une femme qui m'a enseigné, qui m'a initiée au Reiki. Donc pendant quelques années, j'ai fait des soins Reiki et j'ai enseigné moi-même, j'ai transmis. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais aujourd'hui, voilà, je suis rentrée dans une autre phase de ma vie où je viens vraiment travailler non seulement mes propres mémoires, mais aussi les mémoires collectives de la terre sur laquelle je suis. Donc, mon travail, il passe plus tellement par des énergies spirituelles ou énergétiques qui viennent d'ailleurs, mais je suis en train vraiment de faire un travail d'excavation des énergies qui sont présentes ici. Donc c'est vrai que je me reconnecte avec des grandes figures aujourd'hui qu'on peut retrouver dans la religion, comme Marie, comme Marie-Madeleine, comme la Rose, comme Anna, mais aussi après je vais aller plus loin, comme Isis. Mais il n'y a aucun lien direct avec la religion. Je fais vraiment je déconnecte spiritualité et religion. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ma voie de travail. C'est ça. C'est travailler avec des outils ancestraux comme la lune, comme le labyrinthe, et puis comme toutes ces figures, ces archétypes spirituels qui sont présents et soit qu'on a oublié, soit qu'on a cherché à nous faire oublier aussi. Donc on est dans un podcast où on interroge les personnes sur leur expérience mystique. Est-ce que déjà, peut-être tu peux nous définir ce que c'est pour toi une expérience mystique et nous en raconter une? Alors une expérience mystique, pour moi, c'est une expérience qui est spontanée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas été chercher, mais qui nous tombe dessus. Je crois beaucoup au chemin spirituel et effectivement au fait qu'on puisse aller se connecter à des lieux sacrés ou à des espaces sacrés ou à des pratiques qui nous amènent effectivement à vivre des expériences spirituelles. Mais une expérience mystique, pour moi, c'est encore différent d'une expérience spirituelle. C'est vraiment quelque chose qu'on ne vient pas chercher et qui nous tombe dessus presque comme la foudre. Et alors, si je dois... Alors c'est marrant parce que j'en ai deux qui viennent. Il y a le mot foudre qui m'a fait évoquer une expérience mystique que j'ai eue quand j'étais petite. Et puis, il y en a une plus récente qui est très forte. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je te raconte... laquelle je te raconte? Comme tu veux. Et la foudre, ça me parle bien. Mais je crois qu'une expérience très forte que j'ai pu avoir quand j'étais enfant, c'est un jour où je devais retourner à l'école. C'était un jour de semaine, le midi. Et puis, il y a un orage terrible qui s'est mis à éclater. Il n'y avait pas de pluie, c'était vraiment juste les éclairs, le tonnerre, mais c'était vraiment au-dessus de notre tête et c'était une tempête. Et j'étais avec ma grand-mère, justement. Et moi, à cette époque-là, j'étais vraiment une petite fille très introvertie. Je voulais pas me faire remarquer et c'était hors de question que je n'arrive pas à l'heure à l'école pour commencer le cours avec ma maîtresse. Et j'ai fait des pieds et des mains à ma grand-mère pour partir malgré cette tempête qui avait au-dessus de nous. Et ma grand-mère avait très peur de l'orage en plus. Mais j'ai réussi à la convaincre qu'on devait sortir et partir absolument. Du coup, on est sortis. Et quand je suis arrivée, j'ai fait quelques mètres, et quand je suis arrivée au bout de ma rue, il y avait un poteau électrique, et la foudre est tombée, mais
à nos pieds, vraiment devant nous, sur le poteau électrique, a fait un trou dans le sol. Et on est restés là, toutes les deux, à sentir cette odeur de cramer, de griller, à avoir les oreilles complètement bouchées parce qu'il y a eu la détonation du tonnerre. On avait l'impression que le temps s'était arrêté, qu'il y avait... Alors là, moi, je ne savais plus si je devais aller à l'école, quelle heure il était, etc. C'était vraiment... On était tout à coup comme un flash, en fait, comme une photo, tu sais. On a été prises, toutes les deux comme ça, avec le cœur qui s'est arrêté, j'ai l'impression, et puis ensuite qui s'est remis à battre très, très fort. Et pour moi, cette expérience-là, je me suis rendu compte pour la première fois que j'étais mortelle. Je devais avoir 8 ans, 9 ans peut-être. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu peux mourir. Et en même temps, quelque chose en moi m'a fait comprendre que tout était cycle et que oui, tu peux mourir, mais tu peux revenir. Et c'est vraiment ce coup de foudre qui m'a fait réaliser je crois que j'avais 9 ans, qu'en fait, oui, on meurt, mais on revit, mais la vie est un cycle. Et là, j'ai l'impression qu'on était un peu mortes toutes les deux, finalement, avec ce coup de tonnerre, ce trou dans le sol, et qu'on repartait quand même, tu vois, derrière. Et pour moi, ça a été... Alors, ça paraît être quelque chose peut-être déconnecté du mysticisme, mais pour moi, ça a été vraiment une expérience mystique très, très forte. J'ai compris plein de choses avec ce moment de peur, de mort-renaissance, en fait. Le cycle de l'âme, peut-être ? Aussi, ouais. C'est vraiment de l'ordre karmique, ouais. On était vraiment là-dedans, dans cette compréhension, effectivement, que la vie est un cycle. C'est aussi au-delà de notre incarnation, toutes celles qu'on a eues avant, toutes celles qu'on aura peut-être sans doute aussi après. Mais voilà, j'ai réalisé ça et j'ai réalisé oui, que finalement, la mort, c'était un passage. Donc à 9 ans, c'est pas mal d'avoir pu réaliser ça à ce moment-là, grâce à cette foudre. Et j'ai gardé du coup toujours un rapport très, très ambigu avec la foudre et avec les éclairs, parce que à la fois je suis fascinée, je trouve que ça m'a... J'ai comme les gens qui ont été un petit peu foudroyés, en fait. Il y a toujours une part de cette foudre en moi. Et en même temps, je me balade moins dans la rue quand la tempête éclate au-dessus de ma tête. Mais... Est-ce qu'il y a un lien entre cette expérience mystique et l'autre à laquelle tu pensais ? Alors comme ça, non. Je ne vois pas spécialement un lien. Non, il n'y a pas vraiment de lien direct. Après, ça fait partie de mon chemin, en fait. C'est comme si ce coup de foudre avait ouvert une porte et que l'expérience mystique que j'avais envie d'évoquer aussi en avait ouvert une autre, tu vois. Mais il n'y a pas un lien direct. Tu nous racontes ? Ouais. Ok. Cette expérience mystique-là, elle a eu lieu, c'est en 2021. J'étais partie retrouver une amie à Ibiza. Elle était, en résidence dans un coven de sorcières. On était partis justement pour travailler sur notre oracle, Ors et Ombres. Moi, je ne connaissais pas du tout l'île. J'ai découvert Ibiza quand j'ai posé mes pieds là-bas en descendant de l'avion. Et petit à petit, c'était une période en plus, on était en plein Covid, il y avait encore très peu d'endroits ouverts. Donc, c'était encore... Beaucoup d'espaces étaient fermés, donc il y avait assez peu de monde finalement quand j'ai débarqué là-bas. Et j'ai senti en fait très fort l'énergie de l'île très rapidement, et notamment l'énergie de Tanit, qui est la déesse, qui est une déesse à la base carthaginoise, mais qui s'est imposée aussi à Ibiza, et dont la présence est très puissante là-bas. Et on a découvert en fait qu'il y avait une grotte de Tanit, où les gens vont pour faire des offrandes, pour prier, pour méditer. C'est une grotte, pareil, qui n'est pas accessible toute l'année. Il se trouve que quand j'y étais, elle était ouverte. Donc on est partis, on était 3, donc il y avait mon amie, et puis une femme qui était présente aussi, mais qui, c'est vrai, qui nous a accompagnés de façon un petit peu
Spontanée. Vraiment, elle n'était pas du tout dans le même état d'esprit que nous. Tanit, ça lui parlait pas spécialement. Elle avait juste envie de venir visiter une grotte, en gros. Et on est arrivés là-bas toutes les trois, et chose assez incroyable. Donc, faut se dire que c'est une grotte qui est assez grande. On descend à l'intérieur. Au milieu de cette grotte, il y a tout un hôtel avec des offrandes. Il y a des gens qui viennent tout au long de la période où on peut aller honorer Tanit, qui viennent déposer des offrandes. Donc c'est quand même un endroit qui est largement visité. Et nous, quand on est arrivés là-bas, en fait, il y avait 2 personnes. Les 2 personnes sont parties. Et la grotte nous a été offerte pendant tout ce temps où on a été là. Il y a plein de petits recoins dans cette grotte où on peut aller s'installer. Et spontanément, chacune, on s'est posé dans un coin de la grotte. Moi, j'ai vécu un temps absolument incroyable de connexion avec Tanit, où je me suis mise, alors je suis pas du tout, je chante pas du tout, hein, mais je me suis vraiment mise à avoir des sons, des chants qui sont venus, qui sont sortis. Et j'ai récupéré des messages, et ça a été un moment en fait où je suis incapable de définir vraiment combien de temps ça a pu durer. Ça aurait pu durer 2 jours, comme ça aurait pu durer 2 minutes. C'était assez fou. Et donc, chacune, on se voyait pas en fait dans la grotte. Chacune était donc un peu dans son espace. Et puis, j'ai été la dernière à sortir de la grotte. Et là, les gens ont commencé à revenir. Donc, on a vraiment eu ce temps pour nous. Et chose assez dingue, c'est que la femme qui nous accompagnait, donc qui elle était assez hermétique à tout ça, est sortie mais totalement bouleversée. Elle aussi, elle a vécu une expérience très très puissante dans cette grotte. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte, on avait regardé l'heure en rentrant dans la grotte. Et quand on est sorti de la grotte, il était plus tôt que quand on est entré. Alors je sais que ça paraît complètement fou de dire ça. On s'est posé toutes les questions, tu vois, est-ce qu'on avait bien lu l'heure? Mais oui, on savait. Puis en plus, c'était cette femme qui, en arrivant, on a regardé l'heure toutes les trois, on s'est dit, bon, il est telle heure, on repartira peut-être vers telle heure. Donc on avait quand même toutes les trois cette notion de quel moment on était arrivé. On est fini par se dire, mais ta montre a peut-être un problème. et en fait, au fond de nous, on savait que non. On savait que Tanit nous a offert ce temps dans la grotte. Mais il y a un équilibre en toute chose. On ne peut pas nous offrir du temps sans le récupérer à un moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'après-midi même, donc on est sorti de cette grotte, on est parti, mais vraiment comme une procession, sans se parler toutes les trois. Les unes derrière les autres, on est rentrés. Je ne sais même pas comment on est rentrés, j'avoue que c'est moi qui conduisais en plus. Et j'étais complètement téléguidée. On a mis plusieurs heures, en fait, vraiment, avant de pouvoir se parler, toutes les trois. On était vraiment complètement absorbés par l'expérience qu'on avait vécue. Et l'après-midi, on est allé déjeuner. Et nous est arrivé exactement la même chose, sauf que là, l'heure qu'on avait gagnée le matin nous a été enlevée l'après-midi. C'est-à-dire que là, on était à table, on avait un rendez-vous, donc on savait qu'on avait rendez-vous à telle heure. On avait tant de temps pour manger. Enfin, je veux dire, tout était très clair dans notre esprit au niveau du timing. Et quand on a terminé le repas, on a regardé l'heure et on a vu qu'on avait donc 1 heure de moins. Qu'on était donc en retard à notre rendez-vous. Ce qui était complètement... en soi, on ne pouvait pas s'être trompé sur l'heure. C'était clair pour toutes les trois. Donc on a vraiment vécu cette expérience de temps qui nous a été à la fois offert, mais ensuite qui nous a été repris, et ce qui est tout à fait normal pour que l'équilibre soit là. Mais cette expérience dans cette grotte, c'est quelque chose qui nous a profondément marqué toutes les trois. Et moi, qui m'a vraiment profondément marquée, parce que je pense que sans cette expérience-là, aujourd'hui, je ne serais peut-être pas arrivée jusqu'au labyrinthe. Ça m'a ouvert vraiment cette porte. J'ai vu, pendant que j'étais dans cette grotte, j'ai vu des labyrinthes.
Et à l'époque, c'était quelque chose qui était présent déjà chez moi de façon très, très évanescente, mais il n'y avait rien de très concret pour moi à ce moment-là. Mais donc voilà, cette expérience a été, je pense qu'elle a été une grande ouverture pour tout ce qui va venir et que je ne vois pas encore d'ailleurs. Tu as pleuré dans cette grotte? J'ai pas pleuré dans cette grotte, alors que je suis quelqu'un qui pleure facilement en fait. Mais j'étais complètement portée. C'était très physique, c'était très organique. J'ai reconnecté vraiment à des choses dans le corps, comme si. Alors ça, c'est une véritable croyance que j'ai, hein, que la spiritualité, elle doit être incarnée. Et là, c'était plus de l'ordre du mental, c'était vraiment de l'ordre de l'expérience physique. Je sentais dans mon incarnation le divin. Mais tu dirais que tu l'as incorporée, elle? Que Non. c'était de l'ordre de l'incorporation? Non, je ne l'ai pas incorporée. Elle m'a ouvert la voie à l'intérieur de moi, mais de quelque chose qui était déjà là. Tu vois, elle a ouvert des portes. Mais elle m'a juste fait toucher à ce qui était déjà présent. Cette étincelle, en fait. Moi, dont je suis persuadée qu'on la porte tous, hein, cette étincelle-là, en nous. Cette étincelle du divin. Là, tout à coup, alors qu'elle est enfouie en nous, là, tout à coup, c'est comme si cette grotte, la présence de Tanit avait permis justement cette émergence-là à l'intérieur de moi. Et ça a été un vrai choc intérieur. Et physique, parce que dans mon corps, c'est passé par énormément de ressentis physiques. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai eu besoin d'extérioriser par le chant, alors que c'est pas du tout quelque chose, effectivement, que je fais. Ouais, et ça a été une sorte d'épiphanie, mais très, très intérieure. Comme si elle me montrait que, en fait, le chemin que j'ai pu beaucoup aller chercher à l'extérieur, hein, en fait, il était juste là. Et aujourd'hui, avec du recul, 2 ans après, tu te dirais que ce qu'elle est venue te montrer, c'est ce labyrinthe, vraiment? Ce qu'elle est venue me montrer, à la fois, oui, c'est pousser ces portes-là, ces portes de l'antique, ces portes de l'ancien, ces portes de l'ancestral. Ça, c'est sûr. Je suis persuadée qu'elle est venue me chercher pour ça, pour retrouver ça. Et puis aussi pour me dire, arrête d'aller chercher ailleurs. C'est en toi et transmets ça. On a tous cet espace divin à l'intérieur de nous. Alors, bien sûr, c'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. Hein. D'ailleurs, la religion, c'est tout l'inverse. Il faut des intermédiaires, c'est à l'extérieur. On n'a pas de connexion directe. Il faut passer par un lieu, il faut passer par quelqu'un qui a été consacré. Il faut, voilà. On nous coupe de cet accès direct. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment c'est des choses que je savais, mais on va dire que là, je l'ai ressenti, en fait. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit le mental qui soit là à te formuler ça. Et puis ensuite, le fait que tu le ressentes profondément en toi, ça change tout. Et là, quand tu le racontes, parce que tu as dit en arrivant, je suis contente d'arriver dans une grotte, je crois. Ouais. C'est vrai qu'on est dans un studio sous terre qui est assez incroyable. On aura montré des photos, probablement des anges qui sont à l'entrée du studio. Mais quand tu le racontes, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Qu'est-ce qui se passe en toi? Parce que tu dis que le corps est important. Moi, je me sens connectée du coup à ces espaces. Tu vois, quand j'ai vu qu'ici, c'était vraiment comme une grotte, une antre voûtée avec de la pierre, mon corps se met tout de suite en harmonisation, en fait, avec l'espace. Il y a quelque chose de... D'abord, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est l'ancrage. Je pense qu'on ne peut pas, si on n'est pas ancré, on ne peut pas aller chercher des hauteurs spirituelles et des élévations si on n'est pas bien présente et présent depuis l'espace du corps à ce qu'on vit. Et moi, déjà, les lieux comme les grottes, comme les cavernes, tout ça me ramène vraiment dans cet ancrage, dans le lien à la terre. Donc, quand je suis dans une grotte, je suis un peu à la maison. Je me sens, tu vois, vraiment très connectée avec la mère terre, et puis en même temps capable de m'ouvrir spirituellement, capable de, tu vois, de déployer des choses, plus connectée au ciel, mais voilà.
Est-ce que tu es retournée dans cette grotte depuis? Non, Non? non. J'y suis pas retournée, j'ai pas remis les pieds là-bas à Ibiza depuis. Je sais pas si j'y retournerai, je pense que oui, parce que j'ai un lien effectivement du coup particulier avec cette île et puis plus particulièrement avec Tanit et avec cette grotte. J'ai rencontré le labyrinthe entre-temps, vraiment, tu vois. Donc le labyrinthe est très proche, il a une énergie très très proche des cavernes, des grottes. Il émerge vraiment de la terre, hein. Donc quand je travaille aujourd'hui avec le labyrinthe, pour moi c'est comme si j'entrais dans cette grotte, tu vois, de Tanit. Est-ce que tu dirais que le labyrinthe est un outil mystique, une expérience mystique? Comment tu définirais? Puis si tu peux nous raconter. Oui, bien sûr. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu, parce que quand j'ai été à Chartres, donc je vais peut-être expliquer ce qu'est le labyrinthe. Comme ça, on va commencer par la base, parce que je pense que pour 95% des gens, quand on parle de labyrinthe, on voit le dédale. On voit l'endroit où on se perd, où on doit vraiment monopoliser la pensée, monopoliser la raison pour pouvoir en sortir. Le labyrinthe, c'est autre chose. Le labyrinthe, en réalité, c'est un chemin unicursal. Donc, il y a un seul chemin qui nous amène vers le centre. Dans le centre, c'est un vortex d'énergie. Et le chemin retour, c'est une autre expérience. Donc, il y a 3 phases dans le labyrinthe, mais en tout cas, c'est un seul chemin. Et dans ce chemin-là, quand on le fait en conscience, c'est un chemin où on vient pour se trouver. On vient pour récupérer des informations, pour se recentrer, pour se réaligner. C'est un chemin à la fois d'ancrage et d'ouverture. D'où le lien que je fais direct avec la grotte et avec les expériences qu'on peut faire dans tout ce qui est grotte, caverne. Du coup, c'est vrai que quand j'ai rencontré le labyrinthe de Chartres, parce que j'ai fait plusieurs labyrinthes avant et puis ensuite je suis allée à Chartres, j'ai vraiment eu le message... maintenant, tu vas transmettre. Et derrière ce message, c'est vraiment le transmettre le labyrinthe comme un outil dont on peut, et j'ai presque envie de dire aujourd'hui, dans le monde dans lequel on se trouve, le monde vacillant dans lequel on évolue, où il est vraiment difficile de prévoir, où il est difficile de savoir de quoi demain sera fait, le labyrinthe vient vraiment comme un outil d'accompagnement très puissant, à la fois pour nous permettre de nous sentir ancrés dans la terre, mais aussi d'avoir des perspectives, voilà, d'avoir des guidances. Et donc, moi, j'utilise ce mot outil, comme tu disais, outil spirituel. Ça peut être aussi un outil méditatif, mais je trouve que c'est une telle puissance quand on l'utilise de façon initiatique, comme outil spirituel du coup, que ce serait dommage de s'en priver. Du coup, après cette expérience mystique et cette découverte du labyrinthe, tu as accompagné des personnes sur ce chemin du labyrinthe? Ouais. Alors, si tu veux, moi, ce qui s'est passé, c'est que un petit peu avant d'aller à Ibiza, j'ai fait une retraite individuelle en France, près de Lisieux. Et pendant cette retraite, j'ai eu le message très clair de mes guides d'excaver ce que j'ai sous les pieds. C'était vraiment la phrase qui est venue. Et j'ai eu la rose et le labyrinthe. Et donc ensuite, j'ai eu l'expérience Tanit. Et là, je me suis dit, bon, tout se recoupe, c'est là que je dois aller. J'ai vu les labyrinthes dans la grotte, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, mais maintenant, je fais quoi? Tu vois, c'est bien gentil. Là-haut, ils sont sympas. Ils m'indiquent des choses, mais c'est vaste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de labyrinthe Alors, même si, évidemment, le labyrinthe, ça m'a parlé tout de suite, le mot même est venu vibrer très fort en moi. Mais quelque part, c'était presque, tu vois, une chasse au trésor qu'on me demandait d'aller faire. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Et il se trouve qu'à Chartres, le cœur du labyrinthe s'appelle la rose. Donc déjà, je me suis dit, il y a un lien avec Chartres. C'était les 2 mots que j'ai reçus vraiment juste après cette phrase « excave ce que tu as sous les pieds ».
Et j'ai commencé donc à faire des recherches autour du labyrinthe. Et je me suis dit, bon, je vais aller à Chartres marcher le labyrinthe, sauf que on était en plein Covid et le labyrinthe n'avait pas rouvert. Donc j'ai dû attendre vraiment plusieurs mois avant de pouvoir aller à Chartres marcher le labyrinthe. Et il se trouve que entre-temps, je suis tombée sur la newsletter d'une femme que je suis depuis des années, que je connais, qui s'appelle Claire Garin. Et dans sa newsletter, elle proposait une initiation au labyrinthe. Et c'était vraiment inespéré. C'est tombé du ciel. Et du coup, bien sûr, j'ai dit, évidemment, je vais voir cette initiation, je vais voir Claire. Ça n'arrive pas par hasard, ça me tombe dessus à ce moment-là. Et elle en avait jamais fait jusque-là, c'était la première qu'elle faisait. Après plusieurs mois de transmission, on se retrouve à Chartres avec Claire. Et là, j'ai le message très, très, très clair, justement, dans le labyrinthe, de maintenant, tu vas transmettre. Et à la fin de l'expérience, Claire vient me voir et elle me dit, tu sais, je viens d'avoir un message très clair, on va transmettre ensemble. Donc je me suis dit, bon, là, ça y est, on est en train de toucher vraiment, on est en train de toucher vraiment ce vers quoi je tends et ce vers quoi je vais aller, c'est-à-dire la transmission du labyrinthe. Et je suis allée après, à partir de ce moment-là, je suis allée très régulièrement à Chartres. J'y vais encore là dans quelques jours. Et il se trouve que j'ai eu une espèce d'initiation accélérée, c'est-à-dire que je me suis, sans chercher spécialement, si tu veux, à trouver des labyrinthes, je me suis trouvée en présence de labyrinthes dans la nature. C'est-à-dire que je pouvais me balader, aller, on me disait, tiens, il faudrait que tu ailles visiter là, cette montagne, il y a une superbe excursion à faire, voilà. J'y allais et paf, je tombais sur un labyrinthe, dans la nature, comme ça, indiqué nulle part. Et donc, en fait, j'ai eu pendant plusieurs mois une sorte de training céleste où je rencontrais des labyrinthes sans aller les chercher, je marchais des labyrinthes. Et en fait, à chaque marche, à chaque espace que j'ai rencontré dans les labyrinthes, c'est comme si je réintégrais des choses qui, à mon sens, étaient déjà là. Je pense que c'est des retrouvailles. Hein. Mais voilà, à chaque fois, c'était un peu plus fort, un peu plus présent, un peu plus puissant, un peu plus incarné chez moi, cette dimension labyrinthe. Et du coup, après... ça a été... En fait, c'est comme si j'avais mis plus de 40 ans à le retrouver, mais en quelques années, en 3 ans de temps, ça avait été une fulgurance. Voilà, une fulgurance. Et du coup, ça y est, maintenant j'ai transmis dans les retraites que j'ai pu faire, j'ai fait marcher des labyrinthes, j'ai fait une transmission avec Claire. Et ça continue en fait, ça continue. Je continue à faire marcher des labyrinthes, à emmener des gens avec moi. Je vais continuer à transmettre. Et puis il y a ce livre qui est arrivé, alors que j'étais en plein dans l'écriture d'un autre livre sur les rituels. Et là, ça a poussé tellement fort. C'est comme un accouchement en fait. Tu sens qu'à un moment, tu as les contractions, tu peux plus retenir quoi. Il faut pousser pour que ton enfant sorte, pour que le livre naisse. Et j'ai arrêté du coup le livre que j'étais en train d'écrire, sur lequel je travaillais depuis 2 ans, pour avec la même fulgurance, écrire ce livre sur le labyrinthe. Et les retours d'expérience que tu as des personnes qui ont été initiées grâce à toi et Claire, qui ont fait ce... Ouais. Est-ce qu'il y a un fil rouge ou est-ce que toutes tes expériences divergent? Alors, c'est difficile de parler vraiment de fil rouge. Il y a peut-être un fil d'Ariane plutôt, tu vois. Ouais. Parce que de toute façon, chacun est amené à vivre l'expérience pour laquelle il est destiné dans le labyrinthe. C'est-à-dire que dans le labyrinthe, tu peux arriver avec une intention. Si c'est pas la bonne, le labyrinthe, il va te recadrer. Il a une énergie qui est archaïque, donc qui est pas tellement complaisante, qui est très maternante. C'est contenant un labyrinthe. Tu rentres dedans, tu sens que tu es porté. Par contre, il n'y a pas de bullshit. Si tu es au mauvais endroit, le labyrinthe te le dit. Alors, c'est sûr qu'il faut accepter, parce que il va te faire travailler des choses que tu n'as peut-être pas forcément envie d'aller travailler. Donc, il faut être prêt à ça. Et puis, il y a toute une préparation énergétique avant d'entrer dans un labyrinthe.
Je pense que ça, c'est vraiment important dans la transmission d'avoir quelqu'un qui te prépare à ça, parce que c'est quand même pas anodin. Elle consiste à quoi? En quoi cette préparation énergétique? Bah, y a pas mal de choses à faire avant d'arriver dans un labyrinthe. Souvent, que ce soit en nature ou dans un lieu sacré, moi, je fais beaucoup de travail préparatoire, que ce soit de l'ancrage, parce que ça, c'est la base, mais il y a tout un travail avec le lieu, avec les gardiens des lieux, un travail de protection. Le labyrinthe, c'est un vortex, en fait. Quand tu es dedans, notamment quand tu marches de labyrinthe avec plusieurs personnes, c'est l'énergie aussi de toutes les personnes qui est brassée dans le labyrinthe. Donc, tu es vraiment au contact de l'énergie des autres aussi. Donc, il faut vraiment être bien calé quand tu vas faire ça. Parce que, justement, ça brasse. Et tu ressens l'énergie des autres. Et parfois, comme tous les endroits sacrés, ça amène aussi des énergies basses. Donc, il y a des énergies qui sont très, très hautes, mais il y a des énergies qui sont très, très basses. Et je pense que, surtout quand tu vas le marcher en conscience et dans un but initiatique, c'est vraiment important de se préparer à ça. Et je ne sais plus ce qu'on se disait juste avant. Les retours d'expérience. Les retours d'expérience, voilà, c'est ça. Donc, moi, ce que je dis aussi, c'est que donc, le labyrinthe, c'est le guide et que chaque expérience va être différente parce que tu viens pas travailler la même chose que ta voisine ou que la personne qui est avec toi. Alors, même si tu arrives avec un but d'éveil, par exemple, ou de connexion spirituelle, tu vas la vivre de toute façon différemment que la personne qui marche à côté de toi. Et en même temps, ce qui est très fort, quand tu marches avec un groupe, c'est qu'on est quand même dans une connexion collective. Et ça se ressent aussi très fort. Le groupe te porte aussi. Et l'énergie du groupe avec lequel tu marches, c'est vraiment quelque chose que tu rencontres aussi. C'est-à-dire que tu rencontres à la fois le fait d'être un marcheur individuel et de marcher pour toi, mais de marcher aussi au sein d'une communauté. Et ça, c'est très fort parce que tu te sens à la fois complètement à l'intérieur de toi et en même temps complètement connecté aux autres. Et je pense que c'est ça aussi une des leçons du labyrinthe, c'est ce grand pont entre toi, ton monde intérieur et les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que tu apprends dans le labyrinthe. Quand tu viens marcher le labyrinthe, c'est que les expériences que tu fais, les expériences spirituelles que tu vis, tu les fais pas que pour toi. Tu les fais aussi pour les faire rayonner autour de toi. Peut-être tu peux juste dire comment s'appelle le livre pour ceux qui écoutent et qui auront envie d'en savoir plus. Ouais. Donc le livre, ça s'appelle Le labyrinthe, tatouage de la terre. Un chemin pour se trouver, le sous-titre. Voilà. Quand tu dis au tout départ, cette expérience enfant et même plus tard, te fait savoir que le divin est à l'intérieur de toi. Et puis ensuite, tu dis, j'ai reçu des messages, et tu dis, mes guides. Et est-ce que tu peux expliquer ces différents espaces? En tout cas, comment toi, tu vis ça? Et peut-être, je ne sais pas si tu sais qui sont tes guides. Et tu vois, pour les gens qui nous écoutent, Oui. comment on fait pour savoir qui est son guide? Enfin, est-ce qu'on va dans un labyrinthe ou... Tu peux aller dans un labyrinthe pour rencontrer tes guides, oui, c'est possible. Après, les guides... On en a tous, c'est pas réservé à une élite ou à quelques personnes. C'est vraiment à partir du moment où tu t'incarnes, tu as des guides qui suivent ton âme. Et puis tu en as que tu vas faire sur ton parcours, sur ton chemin de vie. Dans cette vie-ci, tu vas avoir certains guides. Tes guides évoluent avec toi. Donc en plus, au fil du temps et de tes expériences et de ton évolution personnelle, tes guides sont mouvants aussi. Alors, il y en a que tu conserves, mais il y en a aussi que tu abandonnes pour en avoir d'autres. Les guides, ils nous envoient des signes de l'invisible tout le temps. Des signes de l'invisible, ils sont là partout, tout le temps. Nous, on est dans une culture, une société où on ne nous a pas appris ce langage-là. Donc, en réalité, c'est plutôt un travail de linguiste, de réapprendre à écouter et à s'ouvrir à ce langage, à le recevoir, qu'on doit faire. Qu'on doit, si on en a envie. Voilà. Mais c'est une telle richesse que c'est dommage de pas aller vers ça. Mais en tout cas, tes guides sont présents. Et moi, ça fait plusieurs années que je travaille donc
avec mes guides parce que j'ai conscience qu'ils sont là. J'ai eu plusieurs expériences tout au long de ma vie spirituelle qui m'a permis de les rencontrer. Tout ça, ça dépend aussi beaucoup de tes canaux de perception. Il n'y a pas une façon de rencontrer ces guides, il y a plein de façons. Et puis, ils se présentent à toi comment dire, d'une façon, de la meilleure façon pour que tu puisses, toi, les recevoir. Donc, on a plusieurs canaux. Ça peut être, tu vas avoir le canal visuel, ça peut être des visions, ça peut être des images, ça peut être auditif, ça peut être sensitif, ça peut être dans le corps. Ça peut être des perceptions. Moi, j'ai beaucoup ça. Moi, je suis très visuelle et en même temps, j'ai beaucoup de, si tu veux, comme des phrases qui tombent. Voilà. Comme si on était en train de me livrer vraiment des phrases. Quand je crée, tu vois, quand j'ai fait l'oracle, j'ai complètement téléchargé, en fait, je téléchargeais, je me mettais à ma table pour écrire et voilà, j'écrivais ce qui venait. Donc ça, c'est tout le monde ne va pas forcément passer par ce type de canal, mais après, il suffit de trouver quel est le bon pour pouvoir tirer, si tu veux, la ficelle avec laquelle tu vas pouvoir être en lien avec eux. Mais tu as des gens qui vont être plus proches des animaux, donc qui vont avoir un animal totem, mais tu vas aussi avoir des gens qui vont être proches des plantes. Dans la nature, tu as plein de guides que tu peux trouver, que tu peux rencontrer. Ça peut être un type d'arbre, ça peut être une montagne, ça peut être... voilà, il y a autant de guides qu'il y a de personnes, en fait. Hein. Il n'y a pas si tu veux, de formule. Est-ce que tu ritualises ces rendez-vous avec tes guides ou c'est quelque chose maintenant qui est comme en continu ou est-ce que tu as des pratiques? Alors, au début, je ritualisais beaucoup. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment de l'ordre du rituel, mais c'est plutôt de l'ordre de l'habitude, c'est-à-dire que c'est quotidien. En fait, chaque jour, je me connecte. Tous les jours, je peux pas, avec ce que je fais aujourd'hui, je ne peux pas commencer ma journée, si tu veux, c'est comme... je vais prendre un truc un peu... Mais c'est comme se brosser les dents, tu vois. C'est devenu une habitude. Je suis présente à moi-même, à la vie, et je suis présente à mes guides en même temps. Alors, ça passe toujours par des pratiques, parce que j'ai besoin aussi d'avoir des pratiques qui, justement, me ramènent dans le corps. Et en même temps, du coup, mes guides sont là. J'ai souvent, d'ailleurs, des messages de mes guides le matin, au réveil, tu vois. Vraiment dans ce moment où tu n'es pas encore tout à fait, tout à fait en pleine conscience, on va dire. Là, à ce moment-là, spontanément, naturellement, j'ai des messages qui arrivent. Et puis après, dans la journée, ça peut arriver sous différentes formes. Mais déjà, quand je fais des soins, je suis tout le temps connectée, en fait. Hein, je suis vraiment toujours dans un état de conscience modifié quand je fais mes soins. Du coup, voilà, ils sont là, ils sont présents, la communication se fait, il y a des allers-retours entre eux et moi. Et te connecter, c'est de la méditation, c'est du yoga, enfin, si tu peux dire un ou deux mots sur tes pratiques. Ouais, alors après, encore une fois, c'est pas une méthode, tu vois, c'est à chacun de trouver voilà, ce qui va lui parler. Moi, j'ai besoin de passer dans le corps, donc il y a du yoga, c'est sûr, il y a de l'ancrage. Et après, en fait, avant, je méditais, maintenant, j'ai plus forcément besoin de méditer avant de sentir l'accès. J'appelle. Par contre, j'appelle à voix haute, tu vois. J'ai besoin de formuler à voix haute l'appel de mes guides. Et ensuite, je les ressens dans le corps. C'est-à-dire que ça passe toujours par le corps. Et après, on peut s'amuser ensemble. Est-ce que tu pries? Oui, je prie, ouais. Ouais, je prie. Je prie presque tous les jours. Mais je prie... alors, on a souvent cette image de la prière où tu demandes, tu sais. C'est souvent, on prie pour demander la guérison, pour demander d'aller mieux, pour demander de l'harmonisation, pour demander... En fait, au début, c'était un petit peu... parce que j'ai quand même eu une éducation... chrétienne, donc on m'a appris au catéchisme qu'il fallait prier pour demander, mais on prie pas tellement pour honorer en fait, ou on prie pas tellement comme une offrande, tu vois, juste à prier en amenant de l'amour à tes guides ou à tes enfants, aux personnes que tu auras croisées aujourd'hui. Pour moi, la prière, elle est vraiment un don en fait que tu fais, pas seulement une demande. Ça peut être une demande. Tu peux prier pour demander des choses, mais ça ne peut pas être que ça. Il faut vraiment prier comme
comme on ferait une offrande, en fait. Je pense que c'est ça En tout cas, c'est ça qui amène l'équilibre et qui te permet aussi après peut-être de demander des choses, tu vois. Est-ce que j'ai l'impression que... j'ai cru comprendre, on va dire, que tu as, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on va dire changé d'identité, c'est-à-dire qu'avant on te connaissait sous le nom de la tisanière tatouée. Ensuite, tu es devenue âme ancestrale. Est-ce que ce changement d'identité dans le pseudonyme, je ne sais pas si pseudonyme est un bon terme, mais on se comprend, est-ce que c'est lié avec ce labyrinthe? Moi, oui, d'accord, c'est complètement lié. Vraiment avec tout ce que je vous ai partagé là, cette rencontre avec Tanit, et puis du coup avec la Mère-Terre, et puis le labyrinthe, c'est aussi une rencontre avec la Mère-Terre. Oui. Alors la tisanière tatouée, c'est toujours là, parce que c'est aussi mon origine et que j'ai pas envie de le renier. Mais la vibration vraiment d'âme ancestrale, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne aujourd'hui. Alors, c'est pas vraiment un pseudo, je sais pas ce que c'est. C'est là, tu vois. C'est vraiment un mot qui m'a été donné par mes guides et que j'honore. Là, je sais que je vais ouvrir. Alors, je faisais déjà des transmissions, mais disons d'une façon un peu plus directe, une école initiatique. Cette école va s'appeler âme ancestrale. Donc, tu vois, c'est pas que mon nom, c'est vraiment c'est presque une entité, tu vois, qui est là au-dessus de moi et qui m'accompagne. Qui t'accompagne, c'est marrant, d'accord. Donc, c'est pas ton identité, c'est pas que mon identité. Pas que, mais ça l'est quand même. Mais ça l'est quand même. Ok. J'aurais 1000 questions à te poser, mais on est tenu par un temps. On a fini nos podcasts toujours avec cette question de comment c'était pour toi de parler de tes expériences mystiques dans cette grotte. Alors, pour moi, c'est une grande joie d'abord de pouvoir libérer la parole sur ces sujets. En tant qu'ancienne sorcière, je sens qu'aujourd'hui, après une sorte d'explosion, justement de libération de cette parole sorcière, il y a quelque chose qui est en train de repointer là, en ce moment, de censure, qui énergétiquement me fait écho à des choses très anciennes. Et je trouve que continuer à, justement, et vous, à proposer ce podcast, il y a à la fois quelque chose de très militant, de très courageux et d'indispensable. Donc je suis très contente de pouvoir libérer la parole sur ces sujets-là et pouvoir partager, je l'espère, en tout cas j'espère que c'est ce qui en ressortira, pouvoir partager le fait que se sentir spirituel, se dire spirituel, c'est juste se dire être vivant. C'est constitutif de qui on est en réalité. Et que si on commence petit à petit à retrouver ce chemin-là en nous tous et toutes, je crois vraiment que le monde ira mieux. Donc c'est un message d'espoir qu'on est en train de faire passer. Merci Stéphanie. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous, c'était un plaisir. Nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Si vous voulez aller encore plus loin avec Stéphanie Lafranc, rendez-vous sur son site internet stéphanielafranc.com ou encore sur son compte Instagram La Tisanière Tatouée. Son dernier livre, Labyrinthe, le tatouage de la Terre, édité chez Tana Éditions, est en vente dans toutes les bonnes librairies. Cet épisode a été enregistré au studio Saint-Onge. La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires.
Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram Mystique Moderne Podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours.